Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Glaciers et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouvel épisode de notre webinaire à la découverte de la marine. C'est la saison 2, l'épisode 3, où on a la chance de recevoir aujourd'hui le capitaine de frégate Guillaume, qui est officier renseignement à la DRM. Alors d'abord, je vais vous inviter à utiliser le chat qui se situe en bas à droite et je vais vous demander de me faire un petit coucou, de me dire bonjour. Alors, c'est la première fois que je ne suis même pas capable de vous répondre à tous parce que vous écrivez tous en même temps. Donc bonjour, vous êtes hyper nombreux, ça fait hyper plaisir de vous retrouver. Et vous allez voir que ce soir, on a un webinaire pas comme les autres. Je ne vous en dis pas plus, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Je voulais savoir aussi si on avait des PMM, des lycées, des établissements du supérieur qui sont là et qui ont envie de nous faire un petit coucou. Alors, on a la PMM Richelieu. J'en vois plusieurs d'ailleurs. D'autres PMM avec nous, on a l'ESCP, on a l'escadrille de la jeunesse de Dijon, PMM de Grenoble, de Sète, on a des lycées, des écoles, PMM du QC, BMM de Brest, l'ESSEC, Sciences Po Aix, l'IPEC de Paris, l'Université Paris-Dauphine. Waouh, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer ce webinaire en compagnie de Guillaume qui sera avec nous dans quelques instants. Donc, dans la première partie du webinaire, c'est moi qui vais avoir la chance de poser quelques questions à Guillaume pour mieux comprendre son métier, mieux comprendre le renseignement. Et dans un deuxième temps, je vais prendre vos questions. Donc, vos questions, comment on va faire? On va aller dans l'onglet questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, tout en bas. Et dans vos questions, vous n'oublierez pas de vous présenter pour que je puisse un peu donner de contexte à Guillaume quand il répondra aux différentes questions. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est votre prénom, votre âge, ce que vous étudiez, dans quel lycée, dans quelle école, quelques éléments peut-être sur votre formation, puis votre question à destination de Guillaume. Et dans la deuxième partie, c'est moi qui me ferai votre porte-parole. Et pour être sûr que je prenne bien les questions qui intéressent le plus de jeunes avec nous ce soir, ce que je vais vous demander, c'est d'aller voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc, pendant toute la première partie, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et puis à aller voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Je prendrai la question la plus likée vers la question la moins likée. Et comme on n'aura qu'une demi-heure, il y a de fortes chances que j'arrive pas à poser toutes vos questions parce que vous êtes nombreux. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller voter pour vos questions parce que ça m'aide, moi, à en savoir plus. Alors, c'est la première fois, et je suis hyper heureuse, qu'on va mettre en avant un officier des renseignements. Ne vous étonnez pas, pour des questions de sécurité, vous ne pourrez pas voir le visage de Guillaume. Donc, vous verrez, c'est un webinaire un peu particulier aujourd'hui, mais c'est normal, et c'était ce qu'il fallait faire pour avoir la chance d'avoir un officier renseignement avec nous. Guillaume, je vais vous parler, moi, de son parcours en introduction pour pouvoir ensuite passer plus de temps pour vous expliquer ce qu'est le renseignement et rentrer un petit peu dans les détails. Et puis moi, j'ai demandé à Guillaume de nous donner un maximum d'illustrations, de nous donner des éléments de façon à ce que ce soit le plus intéressant pour vous et que vous puissiez vous plonger et que vous ayez une meilleure idée de ce que sont les renseignements, parce que la bonne nouvelle, c'est que la marine recrute dans le domaine du renseignement. Et donc là, je vous donnerai quelques éléments enfin tout à l'heure, à la fois des officiers mariniers qui vont passer par Mistrance, mais aussi des officiers. Et vous verrez qu'il y a des opportunités, il y a des métiers sur lesquels je vais revenir. Donc, n'hésitez pas, posez des questions, intéressez-vous, et puis vous verrez que vous allez en apprendre beaucoup aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Guillaume? Donc, Guillaume, il est capitaine de frégate. C'est un officier renseignement à la direction du renseignement militaire. Il a été diplômé de l'école navale et il a d'abord embarqué pendant 8 ans sur les navires de surface de la Marine nationale avant de se spécialiser dans le domaine du renseignement. Il a été formé dans les grandes entités du renseignement français. On en parlera tout à l'heure et vous verrez, on va revenir dessus, comme la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, ou encore la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la DRSD. Et donc, le but de l'échange de ce soir,
c'est de rentrer un petit peu plus dans son quotidien, dans ce que sont les renseignements. Et pour Guillaume, évoluer dans le renseignement, c'est vraiment être au cœur de la réussite des opérations. Et vous allez voir que ce métier, il vise à récolter des informations, à faire un éclairage géostratégique sur la situation des opérations pour permettre après au commandement de prendre la bonne décision. Donc, on va parler de tout ça ce soir. Et peut-être aussi une petite précision dans la partie questions. On est là pour parler de la Marine nationale, du renseignement, du parcours de Guillaume, de comment on rejoint. On n'est pas là pour débattre sur les grands sujets géostratégiques. Donc, vos questions, mettez-les bien dans ce sens, que ce soit des questions qui sont axées soit sur le parcours de Guillaume, soit sur comment on intègre les renseignements, soit sur le quotidien d'un officier du renseignement. Mais c'est vraiment ces éléments-là qui sont les éléments qui vont nous intéresser ce soir dans ce webinaire qui, je vous rappelle, s'appelle « À la découverte de la marine » avec un focus renseignement aujourd'hui. Alors, je vois une question de Jacques-André, donc je la prends juste avant. Si vous ne pouvez pas assister jusqu'au bout, bien évidemment, il y aura un replay. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à partager le plus largement possible. C'est des métiers qu'on connaît mal et sur lesquels, en fait, c'est hyper intéressant. Donc, beaucoup de chance d'avoir avec nous Guillaume. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter là et je vais laisser Guillaume en parler mieux que moi. Et donc, Guillaume, je t'invite à nous rejoindre. Alors voilà, magie du direct. Dans quelques instants, Guillaume sera avec moi. Bonjour Guillaume, bonjour commandant. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Ravi de t'avoir avec nous ce soir. C'est une grande chance pour nous. Première fois qu'on peut mettre en avant un officier des renseignements et parler des renseignements. Donc merci d'être avec nous. Ce que je te propose pour commencer, parce que tu sais que c'est un peu une coutume dans l'ensemble de nos webinaires à la découverte de la marine, c'est que généralement, on commence par la carte d'identité de l'invité. Et donc, du coup, c'est un jeu de questions-réponses un peu rapide pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Très bien. Alors, ton grade? Capitaine de frégate. Et on doit t'appeler commandant? C'est cela même. Ok, bon, je ne respecterai pas 100% cette règle, mais pour les jeunes qui nous écoutent, c'est comme ça qu'on t'appelle. Quel âge as-tu? Plus de 40 ans. Ok. Et tu es originaire d'où? De la région parisienne. Ok. Tu es dans la marine depuis quand? Plus de 20 ans. Je prends. C'est quoi ton meilleur souvenir dans la marine? Mon meilleur souvenir dans la marine, c'était il y a déjà quelques années. J'étais sur un bateau, on était en mission de recueil de renseignements sur une zone de crise et on recueillait beaucoup de renseignements, on avait beaucoup d'informations et avec mon équipe, les journées étaient bien remplies et on s'attachait à faire des productions de renseignements de la meilleure qualité possible, notamment des cartes de situation. Le hasard a fait qu'un jour, lors d'une escale, le ministre de la Défense de l'époque était de passage dans le pays hôte pour aller rencontrer son homologue, et il est passé sur notre bateau. Et donc, nous lui avons fait un briefing, nous avons présenté une de nos cartes de situation, et à un moment, le ministre s'est tourné vers un de ses conseillers en disant « Cette carte me dit quelque chose ». Et le conseiller lui a dit « Oui, monsieur le ministre, cette carte était présente dans une des synthèses quotidiennes que l'on vous a présentées ces derniers jours ». Je vous laisse imaginer la bouffée de fierté que l'on a pu avoir, mon équipe et moi-même. Je pense que c'est le souvenir aujourd'hui qui me vient à l'esprit. Super, bravo. Ça serait quoi ta meilleure expérience en équipage? Parce que dans la marine, on parle beaucoup de l'esprit d'équipage. Ma meilleure expérience dans l'équipage, c'est une de mes premières affectations quand j'ai commencé dans la marine. J'étais tout jeune enseigne de vaisseau et j'ai été affecté sur une frégate de premier rang sur laquelle j'étais chef de service. Et j'ai eu la chance de partir environ 6 mois en océan Indien avec cette frégate. C'était à l'époque pour l'opération Héraclès-Mer, c'était le pendant naval des opérations qu'il y avait en Afghanistan pour la lutte contre le terrorisme. Et j'ai vraiment passé 6 mois fabuleux, c'était le début de ma carrière, j'avais
j'avais moins de 25 ans. J'avais un équipage qui était extraordinaire, avec des moments qui étaient inoubliables. Notamment, je me souviens qu'on avait fait le réveillon de Noël à quai, en escale, avec tout l'équipage sur le quai. C'était fabuleux. Également des moments qui ont été peut-être un petit peu plus difficiles. On a dû intervenir sur un naufrage où malheureusement il y avait eu beaucoup de morts. Il y avait également les prémices de la piraterie. C'était bien avant l'opération Atalanta. Et voilà, on voyait les prémices. Et pour moi, ça a été mes tout premier pas dans le renseignement, car à l'époque, on faisait ce que l'on appelait les missions d'Intel Stop, Intelligence Stop, c'est-à-dire on allait discuter avec les boutres, les pêcheurs qu'on pouvait rencontrer pour recueillir des informations. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on avait commencé déjà à recueillir des signaux faibles sur les activités de piraterie à grande échelle qui allaient subvenir quelques temps après sur la Corne de l'Afrique. Ouais, c'est ce que j'adore avec les marins, c'est que généralement, quand on leur demande de nous raconter une expérience en équipage, ils n'arrivent pas à nous en raconter qu'une, ils nous en racontent plein et c'est génial, ça nous met plein d'images dans les yeux et on s'imagine avec vous dans ces moments-là. Alors, il y a des super expériences et des top souvenirs, j'entends ça. Est-ce qu'il y a un gros challenge auquel tu as dû faire face ou auquel tu dois faire face? Eh bien, je suis en plein dans le challenge de ma carrière, car actuellement, je suis commandant second d'une grande unité de recherche. Je suis prévu d'en prendre le commandement d'ailleurs à l'été prochain. Et compte tenu du contexte actuel, des grands enjeux stratégiques du moment, je suis en plein dans le challenge de ma carrière. Super. Et c'est la dernière question pour commencer. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a inspiré pour devenir marin? Comment ça s'est passé? Alors, ce n'est pas un livre, je dirais que c'est la plaquette de présentation de l'école navale. Ce n'est pas une blague. Ma vocation est D'accord. venue tardivement. 1 an avant de rentrer dans la marine, j'étais à milieu de croire que j'allais m'engager et faire une carrière militaire. À ce moment-là, j'étais en maths spé. Je me posais certaines questions à savoir sur quelle école je voulais aller. Et je suis tombé complètement par hasard au lycée où j'étais sur la plaquette école navale qui était vraiment très, très bien montée, qui était très vendeuse, très accrocheuse. Et je me suis renseigné donc sur les métiers dans la marine. Moi-même, j'avais de la famille qui avait été dans l'armée, notamment dans la marine dans les années 70. Et donc, j'ai décidé de passer le concours de l'école navale. J'ai eu le concours de l'école navale, donc j'y suis rentré. Donc, j'ai envie de dire que mon tout premier livre, c'est la plaquette de l'école navale. S'il y avait un livre néanmoins que je conseillerais aux internautes qui nous suivent, ce serait un livre qui s'intitule Guerre froide et espionnage naval, de monsieur Alexandre Sheldon Duplex et de monsieur Peter Urtausend, et qui vous relate un certain nombre d'histoires d'espionnage dans le domaine naval de 1945 à la fin de la guerre froide, après la chute du mur de Berlin. Très clair. Merci beaucoup, Guillaume. Moi, j'avais juste une petite question parce que je pense que beaucoup de jeunes qui t'écoutent ce soir et qui te regardent ont vu le Bureau des légendes et que aujourd'hui le renseignement, alors on peut avoir des fantasmes dessus, mais la seule chose qu'on en connaît, enfin en tout cas ce qu'on connaît le plus, c'est ce qu'on peut voir dans des séries ou dans des films, et notamment je pense au Bureau des légendes qui a pas mal mis en avant la DGSE et on a pris plaisir à suivre les aventures de Malotru. C'est un fantasme, c'est la réalité, c'est proche de ce que tu vis. Alors, le Bureau des légendes, une très très belle série, donc bien entendu romancée pour le rythme de la série et l'intrigue. Mais ma foi, quand on regarde cette série avec l'œil d'un spécialiste du renseignement, on doit se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont crédibles. Je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai vécu tout ce que l'on peut présenter dans cette série, mais il y a certains petits moments, effectivement, qui me rappellent certains instants particuliers de ma carrière. Je vais juste donner un exemple, une anecdote. Ouais, si tu as un exemple, ce serait super, Oui, pour que ce un soit bien exemple, parlant. par exemple, dans les services de renseignement, nous avons forcément des formations pour nous former à nos fonctions. Et sur un des premiers épisodes de la première saison, vous pouvez voir la stagiaire de la DGSE qui se rend dans un restaurant et qui retrouve son instructeur. Et son instructeur lui montre 2 personnes qui sont accoudées au comptoir du restaurant et lui donne, je crois, 10 minutes ou 15 minutes pour ramener le maximum d'informations sur ces 2 personnes. C'est le genre d'exercice que l'on pourrait retrouver dans nos formations. Très clair. Merci beaucoup. Alors, le sujet de ce webinaire, c'est le renseignement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le renseignement?
Oui. Donc le renseignement, c'est une grande fonction de l'État, c'est une politique publique, et pour, vous décrire simplement le renseignement, c'est collecter, des informations pour aider, nos hautes autorités, que ce soit les hautes autorités politiques ou pour nous militaires, les hautes autorités militaires, à prendre des décisions. Euh, Lorsque l'on regarde la place de la France sur la scène internationale, nous sommes face à un pays qui est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, membre fondateur de l'Union européenne, l'une des 10 premières puissances économiques mondiales, la deuxième zone économique exclusive au monde. Donc c'est un pays qui a des choses à dire, qui a des intérêts à défendre, qui a une voix à porter. Et donc, afin que nos décideurs puissent prendre les bonnes décisions, ils ont besoin d'être éclairés avec des informations. C'est là qu'interviennent les services de renseignement qui vont aller rechercher les informations dont ont besoin nos autorités. Donc un certain nombre d'informations peuvent être facilement accessibles, notamment quand vous allez sur Internet, vous prenez un moteur de recherche comme Google, par exemple, vous tapez le mot-clé, puis vous arrivez à avoir un certain nombre d'informations. Et puis, il y a d'autres informations qui sont un petit peu plus dures pour y accéder, qui sont un petit peu plus compliquées pour les connaître. Et donc, c'est là qu'interviennent les services de renseignement avec un certain nombre de techniques matérielles et humaines pour avoir accès à ces informations. Ensuite, ces services de renseignement vont mettre ces informations-là en forme, sous la forme d'un document, d'une note de renseignement, par exemple, et les transmettre ensuite vers nos autorités. Quand on a préparé ensemble ce webinaire, tu me disais un renseignement, ça se construit autour de 4 phases. La première phase, c'est l'orientation, de quoi j'ai besoin. La deuxième phase, c'est la recherche, donc on a parlé à l'instant. Puis après, il y a le sujet de l'exploitation, on analyse les infos pour en faire une réponse. Et ensuite, la diffusion vers une autorité ou vers les forces, dans le cadre, par exemple, de la marine. Est-ce que j'ai bien résumé? Tu as parfaitement bien résumé. Super. Génial. Alors, tu as parlé des différents services de renseignement. J'en parlais tout à l'heure. On connaît, je crois, tous maintenant la DGSE. On connaît un peu la DGSI aussi. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents services? Toi, tout à l'heure, quand j'ai expliqué ta biographie, j'ai montré que tu étais passé aussi à la DRSD, qu'aujourd'hui tu es à la DRM. C'est plein d'acronymes. Voilà, si tu peux aider les jeunes à mieux comprendre. Et tout ça en étant marin, en fait. Tu es marin et en même temps, tu travailles dans tous ces secteurs, enfin, dans tous ces services. Tout à fait, tout à fait. Donc, en France, nous avons 6 services de renseignement du premier cercle. Donc, il y en a 3 qui appartiennent au ministère des Armées, donc la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, qui s'occupe de recueillir des informations pour la défense des intérêts français à l'extérieur de nos frontières. La direction du renseignement militaire, donc qui est mon service actuel, qui est chargé d'éclairer nos autorités militaires en termes de renseignement sur nos adversaires potentiels. La direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la DRSD, qui est chargée de défendre les intérêts français dans la sphère de défense, qui comprend à la fois les forces, c'est-à-dire les forces militaires, mais également les entreprises de défense. Au ministère de l'Intérieur, il y a la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, chargée de défendre les intérêts français à l'intérieur du territoire. Et enfin, au ministère de l'Action et des Comptes publics, 2 services de renseignement. Le premier, la DNRED, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Donc, c'est le service de renseignement des douanes pour pouvoir conduire leur mission. Et enfin, TRACFIN, qui est le service de traitement de renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins, qui est chargé d'analyser, de rechercher des informations sur tous les flux financiers illicites, notamment qui peuvent alimenter les trafics. Alors, si j'ai bien noté tout à l'heure, ce qui t'a inspiré pour devenir marin, tu m'as dit, dans ma carrière, j'ai fait des belles rencontres et j'ai eu des opportunités qui sont un peu mises sur mon chemin. C'est notamment cette brochure de l'école navale que tu trouves dans ton lycée où tu fais ta prépa sur une table. Tu rentres à l'école navale, tu deviens marin. Est-ce que déjà, tu sais que tu vas faire du renseignement et est-ce qu'en sortant de l'école navale, tu fais du renseignement? Alors, j'ai dit tout à l'heure, tu as fait 8 ans sur des
sur des navires d'abord, mais est-ce que tu faisais du renseignement dans ce cadre-là? Est-ce que c'était une envie de faire du renseignement depuis le départ? Est-ce que tu savais même que ça existait, le renseignement, quand tu t'es lancé dans ta carrière de marin? Alors, je savais que le renseignement existait, hein, bien entendu. Je regardais comme tout le monde les films d'espionnage, les romans d'espionnage, hein. Notamment, j'ai dévoré les ouvrages de John le Carré. Maintenant, tout comme je suis rentré dans la marine, je ne vais pas dire par hasard, parce que j'ai passé le concours de l'école navale, donc c'est qu'il y avait une volonté de l'intégrer. Mais comme je le disais, 1 an auparavant, j'étais à milieu de penser que j'allais embrasser la carrière militaire. Quand je me suis engagé dans la marine, j'étais également à milieu de croire que j'allais faire la majeure partie de ma carrière dans les services de renseignement. Et comme tu l'as dit, ça a été le hasard des rencontres. J'ai fait de belles rencontres. J'ai été amené à travailler au gré de mes affectations avec certains services de renseignement, avec qui j'ai dû conduire des missions, avec qui j'ai échangé. Je me suis intéressé à ce domaine-là. Et là, pour le coup, j'ai eu la révélation, une grande révélation, en disant c'est ceci que je veux faire. Donc j'ai émis ces désidérateurs vers mon gestionnaire, car à l'époque c'était quelque chose qui se faisait à petite échelle, d'avoir quelqu'un qui était issu de l'école navale, d'un recrutement direct, et qui partait très jeune dans le renseignement, parce que je suis parti relativement jeune. J'ai eu de la chance parce que mon gestionnaire a vu que je ne lâchais pas le morceau, que j'étais motivé, que je voulais le faire. Il y avait une volonté derrière. Il m'a dit je vais t'affecter je vais te retirer des bateaux, je vais t'affecter pendant 2 ans. À l'époque, c'était la direction du renseignement militaire déjà, c'était environ une quinzaine d'années. Et ça s'est confirmé. Et puis depuis environ 15 ans, je n'en suis jamais sorti. Et on parle beaucoup de toi parce que tu te fais le porte-parole aujourd'hui des marins dans le domaine du renseignement. Mais Mmh. tu nous as dit tout à l'heure, tu es commandant adjoint et tu vas prendre le commandement d'une unité très prochainement. Les personnes qui sont dans ton unité, elles ne sont pas toutes officiers, elles Mmh. n'ont pas toutes fait l'école navale. Est-ce que tu peux Mmh. nous parler un petit peu justement de ton équipe et des personnes qui la composent? Et puis ensuite, moi, j'aimerais vraiment qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et qu'on aide les jeunes qui sont là et qui t'écoutent à concrètement comprendre c'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, j'ai compris qu'il y a 4 Mmh. étapes dans le renseignement, mais concrètement, si on se met un peu en action, ça ressemble à quoi? Très bien. Donc, dans mon équipe, moi, je travaille avec toutes les spécialités qu'on peut retrouver dans le renseignement. Donc, le renseignement, globalement, on peut discerner 5 grands domaines. 4 domaines de la recherche, donc le renseignement d'origine électromagnétique, qui consiste à intercepter les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? C'est ce qu'émet par exemple une borne Wi-Fi, un téléphone ou une radio pour transmettre un message. Donc ce domaine-là consiste à intercepter cette onde électromagnétique, à la travailler pour retirer le message utile qui est à l'intérieur et en faire un renseignement. Tu as également le renseignement d'origine image, c'est-à-dire Mmh. prendre un cliché, soit avec un satellite, soit à partir d'un avion, par exemple, et analyser ce cliché. Qu'est-ce que l'on trouve dessus? Il y a le renseignement d'origine cyber, c'est-à-dire aller là pour le coup dans le domaine cyber, par exemple sur Internet. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de la recherche que l'on peut faire sur Google, mais il faut savoir que sur Internet, il y a des pans entiers d'Internet qui sont très difficiles d'accès. Et pourquoi Mmh. pas les rechercher dans ces recoins d'Internet des informations qui nous intéressent. Et le renseignement humain, qui est peut-être le plus vieux domaine du renseignement au monde, ça existe au moins depuis l'Antiquité, qui consiste soit à aller observer et rapporter ce que l'on a vu, soit aller discuter avec une personne qui a accès à certaines informations pour pouvoir ensuite ramener ces informations. Donc nous récupérons toutes ces informations-là, nous les envoyons ensuite vers ce que l'on appelle un analyste traitant, qui est finalement le Mmh. 5e domaine, qui va se charger de corréler, de recouper toutes ces informations, un petit peu comme un puzzle. Quand on fait un puzzle, c'est-à-dire la recherche
envoie les pièces du puzzle vers cet analyste traitant qui va être chargé de remettre les pièces du puzzle dans l'ordre afin d'essayer d'avoir une image la plus complète possible pour répondre à la question qui lui a été posée. Afin d'illustrer Ouais, le s'il te métier que plaît. l'on fait, oui, d'illustrer ce que ça peut être assez absconce pour un certain nombre des internautes, je vais prendre l'exemple, par exemple, de la mission du groupe aéronaval avec le porte-avions Charles de Gaulle l'année dernière. En février 2022, le Charles de Gaulle était en mission en Méditerranée. Voilà. C'était prévu depuis déjà de longs mois. Or, le 24 février, bon, je pense que tout le monde sait que la Russie a envahi l'Ukraine. Et donc là, il y a eu un changement du contexte géostratégique. Vous savez que les forces russes sont présentes en Méditerranée, notamment avec des bases qui sont en Méditerranée orientale. Et donc le Charles de Gaulle, avec tous les capteurs qu'il avait à bord, qui regroupent un certain nombre de domaines que je viens de décrire, a pu recueillir un certain nombre d'informations sur les activités militaires qu'il y avait en Méditerranée. À savoir qu'à ce moment-là, le Charles de Gaulle était, avec son groupe aéronaval, la principale composante de l'OTAN dans cette zone-là. Et donc, par le renseignement que le groupe aéronaval a pu produire, ça a pu donner à la France une place particulière dans le contexte géostratégique qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, comment a procédé le Charles de Gaulle? Il avait un certain nombre de capteurs avec ses bateaux, avec ses avions, avec ses différents senseurs. Donc toutes ces informations-là ont été recueillies, centralisées dans ce que l'on appelle le centre de renseignement de la force navale, qui est un bureau renseignement qu'il y a au sein du Charles de Gaulle, au sein de l'état-major. Tout ce renseignement-là a été recoupé, analysé. Il y avait de l'imagerie, il y avait du renseignement d'origine électromagnétique, il y avait du cyber, il y avait des sources ouvertes retrouvées par exemple sur Internet. Ils ont pu en sortir un renseignement raffiné, des informations à forte valeur ajoutée qui ont pu être transmises vers le commandant de zone maritime et également vers la DRM. Et la DRM a pu recouper encore ce renseignement-là avec ses autres sources d'informations afin de pouvoir éclairer le chef d'état-major des armées et également nos autorités politiques. Et donc, du coup, c'est génial parce que ça, c'est un point qui illustre une situation qu'on ne connaissait pas à l'époque, qu'on comprend et on sait tous de quoi tu es en train de parler parce qu'on a vu les conséquences après. Mais en fait, en gros, au sein du Charles de Gaulle, on a des marins qui travaillent dans le domaine du renseignement, qui vont utiliser des éléments pour pouvoir justement faire remonter de l'information. Donc, on va reprendre les 4 phases dont tu as parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, je conseille à notre audience, s'ils veulent aller un petit peu plus dans le détail, il y a un super col bleu qui a été fait sur le sujet, justement, qui met en avant le renseignement et qui montre tous ces éléments-là. Et donc, du coup, là, très concrètement, on arrive à comprendre dans une situation qui n'est pas vieille, qui vient d'arriver, c'était il y a tout juste 1 an, un peu plus, l'impact qu'a eu le renseignement collecté par des marins et tout le chemin qu'il a fait pour venir aider l'OTAN et aider à savoir ce qui se passait. Et ça, c'est pas forcément quelque chose en fait auquel on pense ou dont on a connaissance, mais qui permet tout de suite d'illustrer ce que vous, au sein des renseignements, vous faites et l'impact que ça peut avoir derrière. Tout à fait, tout à fait. Le renseignement est un des leviers de puissance d'un État. Sur la scène internationale, on ne vous regarde pas de la même manière quand vous avez des moyens de renseignement puissants et lorsque vous avez des moyens de renseignement beaucoup plus modestes. Donc effectivement, dans le suivi de la situation dans le cadre de cette crise, le rôle de la marine a bien entendu été primordial. Et peut-être que ce sera ma dernière question parce que le temps passe vite et je vois que je crois qu'il n'y a jamais eu autant de questions de la part des jeunes. C'est quoi un bon officier de renseignement ou un bon, on s'en fout, officier ou pas officier, c'est pas le sujet, mais une bonne personne qui fait des renseignements, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir? Alors pour moi, la mère de toutes les qualités, c'est la volonté. C'est-à-dire la volonté d'aller rechercher le renseignement. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a des renseignements qui sont des informations qui sont difficiles d'accès.
Il faut parfois de la patience, beaucoup de patience. Je dis souvent, je jalouse tous ces agents secrets que je vois dans les films hollywoodiens qui arrivent en 1 heure et demie à pouvoir faire tomber de grandes organisations internationales malveillantes. Dans le renseignement, il faut bien souvent prendre son temps, réfléchir, revenir sur sa production. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça prend parfois des années. Donc la première, c'est vraiment la volonté d'aller rechercher le renseignement. Il y a la curiosité, il faut être curieux, il faut avoir l'esprit ouvert, aucune barrière mentale, aucune limite, la combativité, la pugnacité, à vouloir aller rechercher le renseignement là où il est, même si il ne veut pas qu'on le trouve. Il y a la créativité. Bien souvent, il faut que l'on imagine de nouveaux modes, de nouveaux processus, parfois ex nihilo, pour pouvoir accéder aux renseignements que l'on recherche. Il y a également les langues. C'est un domaine dans lequel il faut être notamment parfaitement bilingue en anglais, c'est la langue internationale. Donc, lorsqu'on se rencontre avec des partenaires, notamment dans le cadre de l'OTAN, il faut être certain de se faire comprendre et de transmettre le bon renseignement, le bon contenu. Et je finirai par la culture. Je me souviens que le général de Gaulle disait la véritable école du commandement, c'est la culture générale. Je me permettrai de le paraphraser en disant la véritable école du renseignement, c'est la culture générale. Merci infiniment, Guillaume. Je propose de passer aux questions des jeunes pour vous dire que avec Guillaume, on va avoir l'aide de plusieurs personnes du recrutement de la Marine nationale sur tous les sujets des renseignements qui sont avec nous et auxquels on fera appel si vous avez des questions hyper précises auxquelles Guillaume ne peut pas répondre. On aura de l'aide de personnes qui sont avec nous et que je voulais saluer. Donc, merci à vous. Et puis, je me permettrai de faire appel à vous tout à l'heure si on a des questions. Alors, les premières questions, elles sont un peu générales. Et donc, du coup, je vais te les poser. Donc, la première question, c'est celle de Flore, qui a 19 ans, qui fait un master en management à l'ESCP et une licence 3 de droit public à Assas, et qui demande à quel point le travail dans le renseignement est-il un travail secret par rapport à sa famille, par rapport à ses amis. Est-ce que ta famille et tes amis savent que tu es dans les renseignements? Est-ce que c'est des choses qu'on peut partager? Ou est-ce qu'ils savent juste que tu es marin? Alors, ma famille très proche sait que je suis dans le renseignement. Elle sait juste cela, elle ne connaît pas le contenu de mon quotidien. Voilà, elle ne connaît pas précisément quelle est ma spécialité, quelles sont mes compétences. Ma famille moins proche sait que je suis dans la marine, mais ne sait pas que je suis dans le renseignement. C'est la même chose pour mes amis. Voilà, certains savent que je suis dans le renseignement pour ceux qui sont dans les services, et pour ceux qui ne sont pas dans les services et ceux qui ne sont pas militaires, ils savent juste que je suis marin. Et ensuite, j'ai envie de dire pour le reste du monde, je suis Guillaume. Je ne cache pas mon statut militaire car on peut retrouver, pour ceux qui arrivent à voir mon nom de famille, on peut retrouver très facilement sur Internet le statut militaire. Bien souvent, ce que l'on fait quand on nous demande ce que l'on fait dans la vie, on se trouve ce que l'on appelle une légende, donc c'est-à-dire un métier voilà, que l'on connaît, que l'on a peut-être pratiqué, voilà, mais généralement voilà, on essaye de donner un métier sur lequel les gens n'ont pas forcément envie de poser beaucoup de questions. Et je rappelle que c'est en raison de ce secret et pour préserver ton anonymat qu'on ne voit pas ton visage ce soir. Et on te remercie quand même d'avoir tout fait pour être avec nous. On a essayé de faire le maximum pour pouvoir allier les deux, que tu sois avec nous sans pour autant révéler ton visage. Deuxième question, une question d'Isaline qui a 18 ans, qui est en terminale STMG dans le Jura et qui est à l'escadrille Air Jeunesse de Dijon. Et elle, Isaline, elle aimerait savoir concrètement, c'est quoi la journée typique d'un officier en renseignement? Et je crois que je ne dévoile rien si je dis qu'il n'y a pas de journée typique. Tu confirmes?
Il n'y a pas de journée typique. Il n'y a pas de journée typique. C'est ce qui fait le piment et le sel de notre métier. Alors, je vais quand même pouvoir donner quelques éléments. Le métier d'officier de renseignement, comme d'officier marinier de renseignement, vous avez une partie de terrain sur une carrière, hein, où vous allez recueillir du renseignement, en particulier sur les zones de crise et là où nos forces sont déployées, hein, notamment, nous sommes déployés comme tout militaire dans des opérations extérieures. Donc il y a un métier de terrain. Il y a une composante également de travail de bureau, hein. Le renseignement, c'est aussi un travail de bureau parce que le renseignement, quand on l'a recueilli, il faut l'analyser, il faut le mettre en forme, il faut le diffuser. Donc derrière, c'est du travail de bureau qui nécessite de la réflexion, qui peut prendre un certain temps. Maintenant, quand je rebalaye mes années de renseignement, j'ai eu tellement de surprises, j'ai été face à tellement d'imprévus que je ne me risquerai pas de dire qu'il y a une journée type. Je dirais que chaque journée est passionnante et que là est peut-être la carrière type d'un agent de renseignement. C'est vraiment la passion, c'est un métier de passionné et un métier qui est très passionnant. La troisième question la plus votée, c'est une question de Carla. Donc déjà, c'est 3 filles. Déjà, contente d'avoir une audience qui soit féminine aussi. D'ailleurs, les femmes sont nombreuses dans le renseignement. Enfin, en tout cas, ont les mêmes... Enfin, il y a beaucoup de femmes dans l'enseignement. Alors, je serais incapable de donner des chiffres, je n'en ai pas, mais Mhm. il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et Super. c'est une très bonne chose et j'ai croisé vraiment des agents de renseignement qui étaient brillantes et avec qui j'ai eu énormément de plaisir, soit de travailler, de collaborer avec, soit de les avoir sous mes ordres. Génial. Donc la question de Carla, qui a 19 ans, qui fait une licence 1 de droit, et qui demande si tu as déjà eu un sentiment d'insécurité ou de vulnérabilité du fait d'informations sensibles que tu connaissais. Alors, de la détention d'informations, non. Maintenant, sentiment d'insécurité, ça m'est arrivé parfois, oui, d'avoir des situations qui étaient délicates, pas forcément dangereuses, mais délicates. Je pourrais donner une anecdote. Avec plaisir. J'étais une fois sur une mission de terrain. Donc je faisais du recueil et j'ai peut-être fait une erreur, peut-être ai-je été indiscret et je me suis fait repérer par des personnes qui n'avaient rien à voir avec ce que je recherchais. Peut-être avaient-elles des choses à se reprocher. Je n'en sais absolument rien. Quoi qu'il en soit, elles croyaient que j'étais là pour les observer et ces personnes-là ont commencé à me prendre à partie et la situation est vraiment devenue critique et j'avoue que sur le moment, je n'étais pas forcément fier. Voilà. Et c'est là où on voit la force des formations que l'on a dans les services, car vous avez certains réflexes, certains automatismes qui reviennent, que l'on vous a appris, vous êtes entraîné pour ça, et qui m'a permis de me sortir sereinement de cette situation qui aurait pu, à mon avis, dégénérer. Parfait. Une question de Martin, qui a 23 ans et qui ne nous a pas dit quel était son parcours, mais c'est pas grave. Il demande s'il y a une différence entre air, terre et mer pour le renseignement. Alors, sur les spécialités, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire quand vous prenez les différentes spécialités de la marine, qui sont des spécialités d'ailleurs depuis le 1er janvier 2023, parce qu'auparavant, c'était des certificats. Donc quand vous prenez les spécialités, globalement, on est face à des militaires qui ont servi dans les mêmes unités, qui ont été formés globalement dans les mêmes écoles. Donc vous avez des gens qui ont sensiblement les mêmes compétences, en tout cas en sortie de cours. Voilà.
Là où la marine était différente, c'est-à-dire que ce n'était pas une spécialité jusqu'à présent, c'était des certificats. Avec les spécialités, justement, il y a une harmonisation maintenant avec l'interarmée. Et c'est-à-dire une carrière que vous faites dans le renseignement dans la marine, aujourd'hui, va ressembler à une carrière que vous pouvez faire dans l'armée de terre ou dans l'armée de l'air, notamment par le biais du recrutement externe. Super. On a une question de Hugues, qui a 23 ans, qui est étudiant en droit franco-anglo-saxon en Irlande. Et il demande quels sont les types de parcours universitaires qui intéressent le plus les services de renseignement. Est-ce qu'il y a justement un type qui intéresse le plus? Et je ne sais pas si c'est toi la bonne personne pour répondre ou si je vais demander de l'aide aux maîtres Alors, Laura et Arthur. je peux fournir quelques éléments. Ok. Pour avoir employé un certain nombre d'agents de renseignement. J'ai envie de dire tous les profils sont intéressants. Ce qui va nous intéresser, ça va être surtout les qualités intrinsèques de la personne et au bout de quelques années d'expérience, ses compétences. Alors bien entendu, lorsque nous recherchons des compétences particulières, notamment des compétences linguistiques sur des langues rares, lorsque nous recherchons des compétences particulières sur certains métiers, notamment les métiers du numérique, les métiers liés à la donnée, effectivement, nous allons nous intéresser sur des gens qui ont un bagage académique qui leur permettent de prétendre à ces postes-là. Ensuite, sur la majeure partie des spécialités renseignement, notamment dans la marine, pour les officiers mariniers, tous les profils sont potentiellement intéressants, même si une ou deux spécialités privilégieront des profils plutôt scientifiques, notamment sur les spécialités d'analyse du signal. Est-ce qu'on veut compléter côté recrutement marine? N'hésitez pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si j'ai bien tout suivi, avec un bac en poche, on peut être recruté dans le renseignement et que donc du coup, en fait, on n'est pas obligé d'avoir une filière universitaire. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Et donc du coup, je vois que là, on a quelqu'un qui est en train d'apporter une réponse complémentaire. Et donc du coup, le prérequis indispensable, c'est le bac. Est-ce qu'après, il y a des formations que vous aimez bien pour ceux qui sont déjà dans l'enseignement supérieur et qui sont déjà un peu plus avancés? Je vous laisse, si vous avez envie, côté recrutement marine, compléter. Je prends la prochaine question et puis je reviendrai dessus pour lire votre réponse, sachant que la question juste après, elle est un peu liée. Et c'est une question de Clara, qui a 17 ans, qui est en terminale générale et qui nous demande de lui parler plus précisément des voies à prendre pour entrer dans le renseignement. Donc, s'il s'agit de voies de recrutement, encore une fois, le bac, c'est la seule chose qu'il faut. Et après, vous pouvez rentrer dans le renseignement. Pour la partie officiers mariniers, qui sont les sous-officiers de la Marine nationale, il y a 6 métiers auxquels vous pouvez être formé directement après un bac. Et puis, si vous êtes officier, donc là, vous allez un peu plus loin dans vos études et vous pouvez également rejoindre. Là, pareil, je vous laisse côté recrutement, renseignement marine. Voilà, nous dire. Donc, au niveau recrutement, ça dépend des 6 spécialités de renseignement pour les sous-officiers. Par exemple, sur l'aspect au plein l'or, tu me rappelles ce que c'est, Guillaume? Oui, c'est opérateur linguiste d'interception en langue orientale. D'accord. Et ben, par exemple, ce qu'il faut, c'est avoir une appétence pour les langues, avoir des notions d'anglais, une bonne maîtrise du français. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que vous pouvez même être formé pendant votre cursus au sein de la marine à des langues. Donc, certains marins vont aller à l'INALCO généralement pour faire des formations dans certaines langues. Donc, c'est même pas nécessaire en fait au tout début d'avoir la langue. Alors, Je confirme.
Je vais me permettre d'apporter une précision. Vas-y, je t'en Donc, prie. l'INALCO, ce sera pour les officiers qui auront quelques années de carrière et qui ensuite souhaitent partir dans une branche soit renseignement, soit relations internationales. Et donc, ils partent effectivement suivre les cours correspondant à l'INALCO. Pour les officiers mariniers, c'est au Centre de formation interarmée du renseignement, qui est un organisme qui dépend de la DRM. Et ces formations-là se situent actuellement à Strasbourg. Super. Alors, on complète les éléments pour les spécialités d'ASEM. Tu me rappelles ce que c'est, Guillaume? Détecteur, analyste des signaux électromagnétiques. Et ANAROM. Analyste du renseignement d'origine électromagnétique. Merci. Un bac scientifique est indispensable. Et c'est aussi conseillé pour les autres spécialités ouvertes à Mistrans. Donc ça, c'est pour les sous-officiers, qu'on appelle officiers mariniers dans la Marine nationale. Je propose d'enchaîner avec d'autres questions. Et puis, s'il y a d'autres éléments à apporter côté recrutement marine, je viendrai lire tout ça. Alors, je reprends. On a ensuite une question de Leïla, qui a 31 ans, qui est doctorante en sciences physiques à Saint-Étienne. Elle demande s'il y a des civils qui travaillent pour le renseignement. Et si oui, est-ce qu'ils peuvent se voir confier les mêmes missions que les agents du renseignement qui sont militaires? Tout à fait. Vous avez des civils dans tous les services de renseignement, et notamment dans les services de renseignement, les 3 services de renseignement du ministère des Armées. D'ailleurs, la DGSE emploie une majorité de civils. Là où la direction du renseignement militaire et la direction du renseignement de la sécurité et de la défense emploient une majorité de militaires. Mais il y a des postes de civils, et le personnel civil dans ces services-là peut évoluer, suivre toute une carrière et tenir des postes de responsabilité, voire des postes de haut niveau. Oui. Si je reviens à la question précédente, et donc du coup sur un recrutement marine sous-officier, qu'on appelle aussi officier marinier. Côté administratif, pour les 6 spécialités dont on a parlé tout à l'heure pour les officiers mariniers, il faut être de nationalité française, avoir entre 17 et 30 ans, savoir nager, avoir effectué sa JDC et être apte médical. Et il y a des petits plus. C'est bien d'avoir un intérêt pour la géopolitique, d'être curieux, dynamique, avoir de la rigueur, une capacité d'analyse et de synthèse, ainsi qu'une aisance orale, relationnelle, des capacités de rédaction et de synthèse en français. Voilà. Je crois que, en tout cas, sur toute la partie recrutement, pour la partie officier marinier, vous avez tous les éléments qui vous ont été donnés. Et je reviens tout à l'heure, on parlait de la spécialité au plein lore. Les langues qui sont recherchées, c'est le russe, le chinois, l'arabe et le persan. J'enchaîne sur une autre question, et puis si vous voulez compléter, je reviendrai tout à l'heure pour finaliser. Prochaine question. Marine, qui a 23 ans et qui fait une pré-PENA. Quelles sont les différences au quotidien entre les officiers sous contrat spécialistes renseignement, les officiers de carrière et les analystes recrutés sur concours? Donc, au-delà du fait qu'ils ont des engagements qui sont différents, puisque quand on est officier de carrière, on est là sur du long terme. Quand on est officier sous contrat, c'est plus court. Est-ce que dans le rôle que tu occupes, le type de contrat que tu as signé a un impact? Absolument pas, absolument pas. Non, non. Si je reçois par exemple un jeune enseigne de vaisseau sous contrat, ou un jeune enseigne de vaisseau qui sort de l'école navale, je les emploierai au titre de leur grade, de leurs compétences. Généralement, nous serons sur des emplois de type chef de section, mais par contre, l'origine, la provenance, le type de contrat, non, il y a une importance très secondaire sur ces questions-là. J'espère que ça répond à ta question, Marine. On a Théodora qui a 25 ans et qui demande quelles sont les spécificités du métier d'officier renseignement en fonction des endroits où tu as pu travailler, Guillaume, à la DRM, à la DRSD, à la DGSE, ou en opération. Est-ce qu'il y a une...
Une spécificité différente en fonction de Alors, ton… la spécificité dépend du métier, bien entendu, de la nature des missions que l'on peut faire. Je vais parler des 2 services, hein, dans lesquels j'ai passé le plus de temps, c'est-à-dire la direction du renseignement militaire et la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. La direction du renseignement militaire, j'ai plus un profil technique, de recherche de renseignement technique. Là où la DRSD, on est sur un service où le renseignement humain est très marqué. Là, j'ai plus fait du renseignement humain. Ensuite, sur l'ensemble des services de renseignement, nous avons un creuset qui est l'Académie du renseignement, dans lequel les services de renseignement envoient leurs cadres suivre un certain nombre de formations. Et ce creuset permet de créer une communauté du renseignement, une culture commune. Et ceci permet de voir qu'on a tous un socle commun, c'est-à-dire qu'on a tous, j'ai envie de dire, le gène du renseignement, et ensuite on le décline de manière différente, hein, selon les services que l'on a, selon les spécificités de chaque service, selon les processus, les méthodes de chaque service, mais au final, dans le fond, on remarque que lorsque l'on fait du renseignement dans un service, on s'adapte très très vite aux nouveaux services qui vous accueillent. Donc il n'y a pas de différence fondamentale. Ensuite, effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, selon le sujet sur lequel on travaille, selon la thématique sur laquelle on travaille, le type de renseignement qu'on va rechercher, les techniques vont être assez différentes. Par exemple, on n'appliquera pas les mêmes techniques sur la lutte contre le terrorisme et le contre-espionnage, par exemple. Parfait. On a une question à laquelle tu as un peu répondu tout à l'heure, donc je la repose rapidement. Martin, qui est en M1 RI Sécurité Défense, est-il possible de partir en mission en tant qu'analyste RANS? Tu disais que oui, tu as une partie qui est sur le terrain, on est d'accord? Tout à fait, tout à fait. À partir du moment où vous servez dans un service de renseignement et que ce service de renseignement a des postes à l'extérieur, donc ça peut être en opération extérieure, ça peut être en mission de coopération, etc. Vous pouvez être déployé, quelle que soit votre spécialité. Voilà, tout dépend derrière, bien entendu, les attendus qu'il y a sur le poste, les compétences techniques qui sont attendues sur le poste. Mais les analystes, comme les autres spécialités, peuvent bien entendu être déployés. On a une question d'Agathe qui a 26 ans qui dit que, suite à ce que tu as dit, elle arrive à imaginer ce que peut faire un officier renseignement à la DRM, mais qu'elle a plus de mal à se représenter ce que fait un officier renseignement sur base. Est-ce que tu peux donner un exemple ou expliquer ce qu'on fait quand on est… Alors, si je comprends bien la question, c'est officier de Ouais. renseignement sur base, c'est-à-dire quand on est dans notre base, on récupère le renseignement qui a été collecté. D'ailleurs, il n'est pas toujours nécessaire d'être déployé sur le terrain pour recueillir du renseignement. C'est notamment le cas du renseignement technique. Eh bien, nous recueillons donc ce renseignement-là. Nous l'analysons. Donc, comment est-ce qu'on l'analyse? C'est on le met en perspective par rapport aux connaissances que l'on a déjà pu accumuler sur une thématique. On cherche à en retirer des grandes tendances, des perspectives. Et une fois que ce renseignement-là a été raffiné, on dit qu'il a été analysé, on l'envoie vers les échelons d'exploitation. Donc, vous avez des analystes traitants qui vont se charger de recueillir tout le renseignement qui peut venir des différentes sources de renseignements que l'on peut avoir dans notre palette. Il va recouper tous les renseignements, toutes les informations qui lui ont été transmises. Et là, généralement, il y a production d'un document officiel. Généralement, ça prend la forme d'une note qui va être transmise vers soit l'autorité qui en a fait la demande, l'autorité qui en a besoin pour pouvoir prendre une décision, ou pour nos militaires, ce renseignement-là peut être transmis également vers les forces qui sont en opération afin qu'ils puissent conduire leur mission. On a une question de Lucas, qui est en master histoire militaire et études de défense, qui travaille sur le renseignement militaire français durant la guerre du Rif et qui aimerait te demander, Guillaume, s'il est possible de faire des stages en Bac+5 dans les domaines du renseignement. Alors, je ne sais pas si tu es le mieux placé pour répondre à ça. Est-ce que tu as déjà vu des stagiaires Alors,
peut demander à faire des stages, en tout cas à la direction du renseignement militaire, oui. Là, je ne pourrais pas répondre pour les autres services de renseignement. À la direction du renseignement militaire, oui, on peut demander à faire des stages. Ce sera sur des domaines bien particuliers, notamment ça peut être sur des domaines techniques quand on a besoin de compétences bien particulières. Maintenant, ce ne sont pas sur de gros volumes, hein, ce sera vraiment sur des profils très, très ciblés. Je laisse peut-être les personnes du recrutement marine me dire si vous prenez des stagiaires Bac+5 et je réponds à la question tout à l'heure, le temps de vous laisser répondre. On a une question de Pierre, qui a 24 ans, qui est ingénieur spécialisé en matériaux et structures, qui demande quelles sont les langues les plus importantes à maîtriser pour intégrer le renseignement. On a répondu tout à l'heure sur les recherches et les langues qui étaient les plus demandées. On a Célian, qui a 18 ans, qui est lycéen et qui demande quels sont les métiers de la DRM, quelle formation faut-il faire pour les intégrer et comment on intègre la DRM. Donc là, pareil, on a répondu, il y a 6 métiers quand on est sous-officier ou officier marinier. Les spécialités ont été redonnées tout à l'heure. Il y a via Mestrance une trentaine, je crois, de postes qui sont ouverts. Et il y a à peu près un petit peu moins aussi sur tout ce qui va être officier, où il y a une dizaine de postes pour des VOA et une quinzaine de postes, 10 à 15 postes pour des officiers sous contrat court de mémoire. Donc voilà pour répondre rapidement sur ces questions-là et pour essayer, parce que le temps passe vite, donc je voudrais essayer de prendre peut-être une dernière ou deux dernières questions. Alors, on a un peu les mêmes questions qui reviennent. Jean-Baptiste, qui a 28 ans, qui demande la différence entre un officier sous contrat et un officier de carrière. C'est vraiment, on est d'accord, c'est le temps qu'on va consacrer, le temps où on va rejoindre la Marine nationale. Mais les missions après, tu disais, Guillaume, sont les mêmes et c'est juste une question contractuelle en fait et une manière d'être rentré aussi et d'avoir été formé au sein de la Marine nationale. Exactement, exactement. C'est l'origine au final importe peu sur l'emploi de tous les jours. Les gens seront employés au titre de leur grade et de leurs compétences, sachant que les officiers sous contrat qui le souhaitent peuvent ensuite être passés de carrière à un moment, voilà, et puis ensuite suivre une carrière d'officier de carrière. J'essaye d'avancer pour en retrouver les bonnes questions. On a alors, c'est super, on a même des marins qui sont déjà dans la Marine nationale, qui sont avec nous et qui posent des questions, puisque le sujet les intéresse. Mais comme vous êtes trop nombreux à poser des questions en même temps, je me perds et je ne retrouve plus la question en même temps parce que ça saute dans tous les sens. Donc, on a Clotilde, qui est second maître de spécialité DETECT, qui réfléchit à la suite de sa carrière et qui veut savoir s'il est possible et simple de changer de spécialité pour devenir officier rance. Par quelle voie faudrait-il passer? Y a-t-il des concours? Est-ce que tu es le mieux placé pour répondre à ça, Guillaume, ou je demande de l'aide? J'ai envie de dire que dans la marine, tout est possible. Passer officier, faire du renseignement, bien entendu, c'est possible. Ensuite, sur le volet technique, je préfère laisser parler les spécialistes. Ok. Si j'ai quelqu'un, du coup, du recrutement marine qui veut nous aider, je suis preneuse. Je m'excuse si je laisse passer des questions, c'est vraiment que je m'y perds et que toutes les questions ont le même nombre de votes. Là, je suis dans un... voilà. Alors, question d'Émilie, qui a 22 ans, qui est en master communication internationale, qui se demande si un parcours d'études non axé sur des domaines des sciences politiques, géopolitiques, etc., était pénalisant pour accéder au métier du renseignement.
Et on disait, je crois tout à l'heure, que non, qu'il fallait simplement un bac scientifique pour certaines spécialités, mais du coup, pas d'obligation d'avoir une spécialité géopolitique, on est d'accord? Non, 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 pas d'obligation. J'ai croisé de tous les profils, dans le renseignement, même parfois de personnes qui venaient d'horizons improbables. Donc, non, non, il y a j'ai envie de dire, il y a de la place pour tout le monde. Ce qui va être recherché, ça va être avant tout les qualités intrinsèques, des personnes et sur certains métiers, bien entendu, des qualités techniques, qui devront être sanctionnées par, un cursus académique. Mais il y a de la place pour tout le monde dans le renseignement. On a pris un peu de retard, je pose la dernière question, je suis désolée, c'est celle de Raphaël, qui nous dit: une des missions des SNA, donc les sous-marins nucléaires d'attaque, consiste à faire du renseignement. Comment ces missions se déroulent-elles dans les grandes lignes? Est-il possible d'intégrer la DRM après avoir été officier dans les forces sous-marines? Alors la deuxième question, oui, j'ai eu un certain nombre de camarades, qui avaient commencé sur les sous-marins comme sur les bateaux, dans les commandos, dans l'aéronaval, qui ensuite ont fait une deuxième partie de carrière dans le renseignement. Donc oui, bien entendu. Le sous-marin ensuite est un fabuleux, outil de renseignement parce qu'il est, discret. Il peut avoir accès à des zones, parfois, sensibles et c'est un outil très puissant, de recueil de renseignements, notamment, pour aller sur ces zones-là qui peuvent parfois être, difficiles d'accès pour un bâtiment de surface. Donc bien entendu, le sous-marin fait partie de ces grands moyens de recueil de renseignements dont dispose la marine et qui profite à tout l'ensemble de la fonction interarmée du renseignement au profit de la DRM. Si j'essaye de résumer, et merci Guillaume d'avoir joué le jeu, d'avoir échangé avec nous. Je m'excuse pour tous les jeunes dont je ne prendrai pas la question, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 500 marins qui sont disponibles sur Mage Up Glasses, dont des marins dans le renseignement, qui seront ravis de poursuivre les échanges avec vous. Donc, je vous invite à aller échanger avec eux. Mais si j'essaye de condenser tout ce qu'on s'est dit, et on s'est dit beaucoup de choses, pour la partie non officier, officier, enfin sous-officier qu'on appelle aussi officier marinier, il y a 6 métiers différents qui sont accessibles dès le bac. J'essaye de les redire, mais c'est opérateur écoute, détecteur et analyste des signaux électromagnétiques, opérateur linguiste d'interception, analyste traitant du renseignement, analyste de renseignement d'origine électromagnétique, analyste en renseignement d'origine image. Donc tous ces métiers-là, ils sont accessibles dès le bac. Il est possible aussi d'avoir des métiers en allant un petit peu plus loin, en étant officier. Et on en a parlé tout à l'heure. Il y a 2 voies d'accès. Soit on peut être officier sous contrat COSER. C'est un engagement de 4 ans. Et je crois qu'il y a 10 à 15 ouvertures de postes par an. Et on peut aussi passer par le VOA RANS. Donc, c'est le volontaire officier aspirant. Et il y en a 10 par an qui peuvent après évoluer vers des officiers sous contrat court ou long. Et du coup, encore, on rappelle, on veut faire du renseignement, juste le bac, on rejoint Mistrans et on a la possibilité d'être formé. On est déjà un peu plus loin dans sa formation. On peut intégrer directement en officier sous contrat ou en VOA pour devenir officier. Quand on fait du renseignement dans la marine, ben, on allie à la fois le métier de marin avec le métier d'agent de renseignement. Il n'y a pas de routine. On se retrouve au cœur des enjeux. On est marin, mais on se fait aussi de l'interarmée, voire de l'interservice, puisque toi, tu es passé par plein de services. Et j'ai cru comprendre qu'on s'ennuyait jamais et qu'il n'y a pas de jours qui se ressemblent. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose, Guillaume? Est-ce que ça représente bien les messages que tu as voulu transmettre? Tout à fait. Le métier de marin est passionnant, les métiers du renseignement sont passionnants et quand on allie les 2, il y a un effet, démultiplicateur. Comme je disais, ça fait environ une quinzaine d'années que je suis, dans les services et chaque jour a été un réel plaisir. Donc j'espère, avoir réussi à
à susciter des vocations parmi vos internautes. Et je souhaite encore vous remercier et te remercier, Émilie, hein, de m'avoir accueilli. Avec C'était plaisir. vraiment un moment très agréable. Et j'espère que cette initiative de Job Glasses aura encore de longues années devant elle. Merci à toi, Guillaume. Merci à toi d'avoir tout fait pour rendre ce webinaire possible. Et puis voilà, on a essayé de trouver des techniques pour que tu puisses être avec nous, même si on ne pouvait pas te montrer. Donc, merci infiniment pour ça. Encore une fois, 500 marins qui sont disponibles sur My Job Glasses pour échanger avec vous. Ce sont des marins qui travaillent dans toutes les spécialités, parce que vous l'avez vu, Guillaume a commencé pendant 8 ans sur des bateaux avant d'après bouger dans le renseignement. Donc, n'hésitez pas à aller poser les questions. Il y en avait plein. C'était génial de voir que vous aviez plein de questions et que vous étiez hyper intéressés. Donc, vous allez être directement renvoyé sur My Job Glasses. Et donc, du coup, vous pourrez aller leur poser l'ensemble de vos questions. En tout cas, nous, on est ravis de pouvoir toujours mettre en avant des marins différents, de faire découvrir des domaines différents de la marine nationale et toutes les opportunités qu'ils vous ont faites, que vous soyez vous alliez vers un recrutement sous-officier, officier marinier, ou que vous alliez vers un recrutement officier. Vous avez vu que dans la plupart des cas, un bac suffit et que la marine va vous former, va vous donner tous les éléments qui seront nécessaires pour que vous puissiez exercer le métier après. Donc, merci à toi, Guillaume, d'avoir joué le jeu. Merci à toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Merci à toutes les personnes qui étaient au service de recrutement de la marine avec nous ce soir et qui ont pris le temps de répondre à toutes les questions et de donner un maximum d'informations. Normalement, après ce webinaire, vous devriez voir plus clair sur la Marine nationale, sur le renseignement, sur le quotidien de Guillaume et sur l'évolution qu'il a eue tout au long de son parcours. Et puis, vous avez vu, et merci pour ça, Guillaume, tu as donné des exemples concrets. Tu nous as permis de voir ce que c'était. Et donc, merci pour ça. Il y a un replay qui sera disponible dès demain. N'hésitez pas à le partager avec des personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par les métiers du renseignement dans la marine. Et puis, vous avez vu, la marine recrute sur ces métiers-là, donc il y a des opportunités. N'hésitez pas à aller échanger avec des marins et à candidater derrière pour rejoindre la marine nationale et les métiers du renseignement, soit directement, soit plus tard. En tout cas, tout est possible. Merci infiniment. Encore merci, Guillaume. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.